Comment l'idée de venir sur les réseaux a pris forme dans ta tête? Alors, il faut avouer que je suis entrepreneur et de temps en temps, j'ai besoin de communiquer autour de ma propre structure. Et donc pour ça, il fallait regarder un peu sur les réseaux sociaux et notamment le réseau social numéro 1 qui est TikTok aujourd'hui. Et il fallait chercher quelqu'un pour faire ma communication. Et généralement, on me proposait des comédiens. Bonjour, si je vous dis Mister Stratégie ou Léonard DiCaprio du Togo, qu'est-ce que ça vous dit? Aujourd'hui, nous sommes avec un des habitués des écrans, de la publicité, de la stratégie commerciale et de toute technique qui vous permettent de vous rendre visible. Nous recevons aujourd'hui Mister Stratégie. Si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Mister Stratégie. Mister Stratégie. Comment vous allez? Très très bien vous-même. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? À l'état civil, c'est Afongidi Gilles. Mais sur les réseaux sociaux, c'est Mister Stratégie. Voilà. Ok, enchanté. Bon, ça fait quelques mois ou quelques années, disons, je veux dire que si je me permets de te tutoyer, je te suis. Comment l'idée de venir sur les réseaux a pris forme dans ta tête? Alors, il faut avouer que je suis entrepreneur et de temps en temps, j'ai besoin de communiquer autour de ma propre structure. Et donc pour ça, il fallait regarder un peu sur les réseaux sociaux et notamment le réseau social numéro 1 qui est TikTok aujourd'hui. Et il fallait chercher quelqu'un pour faire ma communication. Et généralement, on me proposait des comédiens. Généralement, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'audience. Donc on propose des comédiens, des gens qui font des petits sketchs et tout. C'était bien, mais je ne trouvais pas ma cible. Je ne trouvais pas que ces comédiens pouvaient envoyer un message qui allait directement toucher ma cible. Ça allait toucher eux, leur public, mais pas moi, mon public. Donc cette différence de public-là, cette différence de cible-là, a fait que je me suis rendu compte qu'il y a très peu de personnes que je pouvais me permettre dans mon budget, d'accord, qui était possible, disponible sur le marché. Donc je me suis dit, vu que tous ceux qui sont capables de faire ce travail-là sont hors de prix, il y a forcément d'autres entrepreneurs comme moi qui ont besoin de personnes pour faire leur communication et pourquoi pas faire de la stratégie, les aider avec leurs petits soucis. Parce que généralement, lorsque quelqu'un a besoin de vendre, il ne vend pas parce qu'il n'est pas forcément visible. Des fois, il ne vend pas parce qu'il y a des mauvaises habitudes dans l'entreprise, il y a des erreurs de cadrage, de ciblage. Tu vends peut-être de l'alcool, mais tu es dans un quartier musulman. Tu vends du porc, tu es dans un quartier musulman. Ou bien tu ouvres un bar, mais tu l'ouvres juste à côté d'une église, tu ne peux pas monter le volume. Donc il y a des petites erreurs comme ça. Donc au-delà de faire de la publicité, c'est vraiment plus aider les entreprises à parfaire leur stratégie. C'est ça. Et sans indiscrétion, depuis combien de temps que tu es entrepreneur toi-même? Alors je suis entrepreneur depuis 2008, ça va faire 17 ans. Oui. Mon premier projet, c'était la production de ballets Atiha. Parce que j'avais remarqué depuis 2008 qu'ils venaient tous du Ghana. Oui. Et donc je trouvais que c'était pas normal, qu'au Togo, on ne peut pas être là à consommer du Atiha venu du Ghana. Oui. Donc j'ai commencé, je me suis formé là-dedans. Jusqu'à aujourd'hui, je peux en fabriquer du Atiha de bout en bout. Du coup, concernant l'appropriation, comment tu t'es approprié cet outil-là qui est disponible pour tout le monde? Parce qu'il y a plusieurs plateformes. Oui. Pourquoi TikTok? Alors, comme je l'ai dit, TikTok c'est le réseau social numéro 1. Oui. Donc, c'est vraiment là où tu trouves tout le monde. Tous les présidents de République ont leur compte TikTok certifié. Oui. Tous les ministères. Donc, ça dépend. Si tu vas sur TikTok pour t'amuser, tu vas recevoir dans tes pour toi des contenus dédicacé amusement, mais si tu y vas pour faire du sérieux, tu vas recevoir du Steve Jobs, tu vas recevoir du Apple, tu vas recevoir du Paris Saint-Germain, voilà. Tu vas recevoir ce que tu aimes dans tes pour toi. Justement, par contre, si c'est le réseau social numéro 1, je pense que les consommateurs, si on va faire des calculs, la plupart des consommateurs ont un niveau d'études parfois un peu plus inférieur que le bac. Oui. Ou bien que même le brevet, oui. Vous pensez que, ou bien tu penses que tu arrives vraiment à atteindre cette cible? Parce que moi, te connaissant, oui. Le registre que tu utilises, le niveau de français que tu emploies, je pense que la cible doit être quand même restreinte. Monsieur Stratégie ne vise pas quand même tout le monde. Vise tout le monde à travers la plateforme, mais c'est pas tout le monde qui te comprendra. C'est vrai. Ça quand même, je pense. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu utilises la langue locale. Oui, de temps en temps. C'est ça, qui est à la portée de tous. Comment
le rapport, parce que c'est un truc que j'ai remarqué qui ne se faisait pas déjà. Oui. Oh, bon, c'est du réseautage, il faut connaître quelqu'un avant de... C'est ça. Avec cette plateforme, tu as été déjà contacté pour des marchés? Oui, alors il faut être très très franc. En une année, j'ai atteint ma cible. En une année, j'ai atteint ma cible. Je voulais être en contact avec les entreprises. Le top 50 de l'Afrique, j'ai déjà reçu 3-4 propositions de ces entreprises-là. Et ce n'était pas pour venir dire quoi que ce soit sur TikTok. C'était, nous avons rencontré tel défi. Est-ce que tu as des propositions dans ce sens-là? On m'a mis au défi, j'ai proposé des choses. J'ai travaillé avec des gens que je ne peux pas citer par discrétion. Donc moi, j'ai atteint ma cible. Et de temps en temps, je pense que le but n'est pas d'avoir 10 000 likes et d'avoir juste 10 000 personnes qui ne sont pas intéressées. Lorsque moi j'ai 50 likes, je suis sûr que ces 50 personnes-là sont des gens que j'ai envie de rencontrer. Effectivement, c'est très intéressant ça. Un jour, j'ai dit à quelqu'un que c'est un artiste, hein, que moi à sa place, connaissant le style de musique qu'il fait, moi je préfère que 10 personnes viennent à mon concert en payant 100 000 francs, Oui. que 100 personnes viennent à mon concert en payant 1000 francs. Oui. La personne ne m'a pas compris. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Non, l'essentiel c'est de se faire connaître. J'ai dit non, il faut sélectionner, il faut avoir un public cible sur qui tu comptes. Oui. Qu'est-ce que tu penses en fait de cette jeunesse, de ces nouveaux entrepreneurs qui pensent que c'est la quantité qui fait la qualité, qui fait le chiffre? Vous savez, je discutais avec une amie entrepreneur ce soir et je lui disais, il y a des gens qui ne sont bons que dans ce dans quoi ils sont doués. Par exemple, tu prends un footballeur, il sait jouer au football. Mais côté marketing, gérer ses contrats, gérer son image, comment parler en public, il faut que quelqu'un le fasse pour lui. Si tu es un artiste, tu sais chanter, ce n'est pas parce que tu as une très belle voix que tu sais chanter que tu vas forcément savoir comment gérer ta carrière, comment atteindre ta cible, comment devenir rentable, comment ne pas faire des concerts à crédit, faire des pertes et tout. Donc, de temps en temps, il faut que les artistes se fassent entourer de personnes comme Mister Stratégie. C'est comme ça. Voilà ce à quoi moi je suis utile. Donc, lorsque vous dites que vous avez dit à cette personne-là, ça veut dire que lui, il a sûrement vu à gauche, à droite, des artistes qui ont énormément d'audience et il a envie, hein, un peu d'envie, un peu de jalousie. Donc, il aimerait faire voilà, un grand stade aussi. Alors qu'il n'a pas besoin de faire ça avant d'être rentable. Et c'est franchement un travail qu'il va falloir faire sur la longue durée. C'est pour ça que sur notre plateforme, on essaie d'éduquer, on interpelle les gens. Ce que vous faites là, ce n'est pas forcément ça qu'il faut faire. Mais quand vous avez vu tout le monde faire comme ça, vous pensez que c'est ça qu'il faut faire. Mais non, des fois, il faut sortir des sentiers battus et améliorer les choses pour avoir des résultats différents. Oui, mais parfois, j'essaie aussi de voir ce qui fonctionne. Il y a certaines sociétés, il y a une chose qui fonctionne. Si vous ne le faites pas, ça ne marche pas pour vous. C'est qu'on préfère faire comme tout le monde, même si on n'est pas tout à fait d'accord, mais au moins j'ai le chiffre. Sauf que ça ne permet pas l'innovation, ça ne permet pas le risque du métier. Donc, moi je me dis, bon, à un moment donné, il faut s'aligner. C'est un peu comme une politique d'alignement. Si on veut survivre, mais quand on sort du cadre, ça peut être intéressant dans la mesure où vous proposez quelque chose de nouveau. En sachant bien sûr que le nouveau, l'étranger est souvent étrange. Donc le nouveau fait d'abord peur au départ. Et après, les gens s'approprient. Bon, bref, intéressant, hein? Moi je trouve ça très intéressant. On va parler maintenant de la deuxième thématique, vraiment du business, du commerce et de l'économie. D'accord. Parce que c'est l'une des thématiques que tu abordes, que j'adore, qu'il adore sur sa chaîne. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as, dis-moi, en français terre à terre, contre les étrangers? D'accord. Je vais vous surprendre, je suis un amoureux des étrangers. Je suis Mina et en évé, étranger veut dire Amedjuro. C'est ça. Amedjuro, ça veut dire Amekelidjuro, la personne que je désire. C'est ça. Maintenant, j'ai un dilemme. Il y a mon pays et il y a les étrangers. Vous savez, j'ai fait un débat hier avec des gens sur un panel TikTok. Je leur disais, le Togo a le PIB le plus faible parmi tous les gars de la sous-région. On est devant que, je pense, Cap-Vert et la Gambie, je crois. Mais des pays très petits, quoi. Donc, normalement,
on est derrière le Niger, attention, on est derrière la Guinée, on est derrière le Burkina Faso, on est derrière le Mali, on est derrière le Bénin, on est derrière la Côte d'Ivoire, ça il ne faut même pas préciser, le Ghana, le Nigeria, on est derrière tous ces gens-là. Maintenant, par rapport à ces pays-là, on est considéré comme un pays pauvre. On est moins riche qu'eux. Donc on est plus pauvre que ces gens-là. Sauf qu'au Togo, ce sont des ressortissants guinéens qui font à manger aux Togolais. Le Togolais même ne fait pas à manger pour lui. Oui. Le matin, il a mangé chez les Guinéens. Du Togolais. C'est un des intéressements du Togolais. Premièrement, mais je vais en arriver là. Premièrement, le Togolais a délaissé le spaghetti aux Guinéens. D'accord? Au Diallo. Au Diallo. On va dire ça comme ça. Au Diallo. Oui. Lorsqu'il y avait la Covid 2019, en 2020, on a recensé 3000 grands bars à fermer aux alentours de Lomé. 3000 grands bars. Juste les grands bars, pas les petits bars dans les corners, non. Les grands bars là, il y en avait 3000. Devant ces 3000 grands bars là, systématiquement, il y a un vendeur de Tichinga, brochette de viande de bœuf. C'est obligatoirement un Nigérien. Obligatoirement. Donc si chaque vendeur de Tichinga faisait un chiffre d'affaires de 10 000 francs par jour, ça fait 30 millions de chiffre d'affaires. Oui. Les marges, si on met les marges à 30%, ça nous fait 9 millions qui sortent du pays chaque jour. Bah pas forcément, ils réinjectent non. Un peu dans l'économie. Est-ce que vous avez déjà vu un vendeur de Tichinga rouler en Land Cruiser à Lomé? Bah ça je sais pas. Ici c'est leur lieu de travail. Ils viennent travailler ici, ils mettent l'argent de côté et ils rentrent chez eux. Maintenant, nous sommes dans une phase où, pour tailler nos ongles, ce sont des Nigériens et des Burkinabés qui le font. Ah oui. Pour vendre la date, le thé, ce sont des étrangers qui le font. Pour cirer nos chaussures, c'était des Ghanéens, maintenant ce sont des Burkinabés qui ont pris la relève. Pour aiguiser nos couteaux, ce sont des étrangers. Donc, lorsque vous allez à Sigamé, tout le marché d'Asigame, qui est le poumon économique du Togo, qui fait 10 fois plus que le port, c'est ce qu'on m'a dit. Ce marché est aux mains des étrangers. D'accord. Vous allez au marché de Guédianaoué, c'est aux mains des Nigériens, les Ibo, c'est eux qui vendent toute la friperie. Ce pantalon, je l'ai pris en friperie, je l'ai pris à Guédianaoué, mais je suis sûr que le bénéfice que j'ai dégagé sur ce pantalon-là, il est parti développer le Nigeria. D'accord. Nous sommes un pays pauvre, mais c'est nous qui participons activement à l'économie de la Guinée, du Niger, du Burkina Faso et du Bénin. Mais ça, c'est pas la faute des citoyens. Non, moi je n'ai pas fini. Je suis dans un développement. De 2005 à 2025, là vos auditeurs pourront vérifier, le PIB du Togo a augmenté de 9%. 9%, c'est génial, 9,1%. Tous les autres pays, Niger, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, ont augmenté de au moins 15%. Au moins. Au moins. Ça veut dire que nous, en 2005, on se disait, ouais, on est arrivé et on a arrêté de travailler. Donc moi, ce que je dis, nous avons des étrangers qui sont assis au Togo. On les appelle. Les boss, il y a même une opportunité. Le Togolais consomme beaucoup de pochettes de téléphone. Donc ce qu'on va faire, on va arrêter d'aller en Chine. Vous, mettez-vous en conglomérat, mettez-vous en grands investisseurs. Créez maintenant les pochettes. Et nous, on va prendre des jeunes vendeurs togolais qui vont venir chez vous dans vos usines, installer la zone franche togolaise ici. Ils vont acheter chez vous et vendre sur le marché togolais. Donc on ne va plus aller en Chine, par exemple. On veut des pagnes. Tous les pagnes, c'est hollandais. Donc ça vient de Hollande ou de Chine. On ne va plus aller en Chine. Vous avez assez de milliards, mettez en place des usines. Nous, le gouvernement togolais, on va vous favoriser. Vous allez produire et on va vous racheter ça. Maintenant, on veut que l'argent... L'argent, c'est dans... Les clients sont des Togolais. Donc nous, on sort l'argent, on achète chez des Togolais, c'est tout bénef. Ce soir, j'ai reçu un document. Le gouvernement gabonais a interdit l'accès aux étrangers de 15 secteurs d'activité. Le 28 juillet passé, c'était la Tanzanie qui l'a fait. Et je ne parle même pas de la RDC Congo où on a interdit aux étrangers de faire du pain, faire tout cela. Donc chaque pays qui a faim, qui est pauvre, se rend compte qu'il y a des choses, des secteurs d'activité à prioriser. Moi j'aime les étrangers. Le YAS est peut-être étranger, YAS n'est pas togolais. Je m'en fous. Move Africa, c'est étranger, je m'en fous. Si les étrangers vont venir, qu'ils viennent avec des milliards de chez eux, investir dans le pays. Mais il ne faut pas qu'ils viennent ici en berger, parce qu'on est à Kouivin Planagnon. Ils viennent en berger, ils rentrent chez eux en DJ Arafat Congo. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Si on était un pays riche comme les États-Unis, où sont les Mexicains qui viennent travailler et les Africains viennent faire des boulots que les Américains ne veulent pas faire, d'accord. Mais là, on n'est pas les États-Unis. Donc presque, c'est eux les États-Unis, c'est nous les Mexicains
Et c'est des Américains maintenant qui vont chez les Mexicains faire le sale boulot. Oui, mais c'est nous les pauvres, c'est eux les riches. Mais bien sûr, mais dans le même temps, si on réfléchit, on va en profondeur, hein, Oui. est-ce que le Togolais lui-même, Togolais lambda, est disposé à faire ce que fait cet étranger ou bien ce que font les étrangers à le faire, à se développer? On va prendre l'exemple du commerce de proximité. Oui. Vous parlez tout de suite de pochettes de téléphone. Oui. À tout bout de champ, on est d'accord qu'en une journée, vous en rencontrez plus de 10 qui vous proposent Qui a des pouces-pouces. des téléphones. Oui. Le Togolais, dans sa configuration, dans sa civilisation, parce que le Togolais lambda se prend pour l'intellectuel. Oui. Hein, donc, l'intellectuel qui doit être dans son bureau. Donc, vous pensez qu'il est disposé à accepter? Est-ce que, si aujourd'hui on procède à un recensement de ces jeunes-là qui sont avec leurs pouces-pouces, vous pensez qu'il y a un Togolais là-dedans? Alors, sur ce que vous avez dit, il y a deux volets. Qui a dit qu'il fallait forcément faire du commerce avec des pouces-pouces? Ce n'est pas parce que les étrangers sont venus le faire sous cette forme-là que c'est la forme à adopter. Ça, c'est de un. Peut-être que la forme ne nous ressemble pas. Nous, on ne vendait pas sur des pouces-pouces. C'est eux qui sont venus vendre sur des pouces-pouces. Maintenant, est-ce qu'il faut faire du nivellement vers le bas en copiant quelque chose qui n'est pas forcément bien? Je dis non, dans aucun pays développé, tu ne vas voir personne vendre sur des pouces-pouces. Donc, c'est pas parce qu'ils vendent sur des pouces-pouces et que ça marche que nous aussi on doit copier par là. Mais, disons, supposons que c'est par là qu'il faut copier. D'accord? Je prends maintenant le deuxième volet. Si la NPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, la NPE dit, je crée en marge de la carte nationale d'identité une carte du demandeur d'emploi avec 5 paliers différents. Le 5e palier étant de rentrer dans la fonction publique. Le premier palier, tu dois, pendant un an, vendre des pochettes de téléphone sur des pouces-pouces. La deuxième année, tu vas te promener avec des chaussures chaque soir dans les bars pendant un an. Le troisième palier, tu dois vendre du spaghetti. Le quatrième palier maintenant, tu dois aller au Bénin acheter des bijoux, revenir revendre ici, faire les allers-retours. Et chaque week-end par exemple, on va passer dans ta boutique, faire des tampons pour être sûr que tu fais vraiment ça. Et maintenant après ça, le 5e palier, tu vas rentrer dans la fonction publique, je vous assure que personne ne va atteindre le 5e palier parce que eux tous vont découvrir qu'il y a de l'argent à se faire dans le commerce. Plus personne ne voudra aller dans le bureau. Donc c'est une question d'éducation. Moi je vois des Togolais qui font agent de sécurité. Je vois des Togolais qui nettoient le sol. Je vois des Togolais qui font du zémidian. Je vois des Togolais qui ramassent des ordures. Ce ne sont pas les étrangers qui ramassent les ordures, ce sont les Togolais. Moi j'ai fait Gakouéglé dans ma jeunesse, j'ai conduit zémidian dans ma jeunesse. Donc le Togolais peut faire Gakouéglé, sauf qu'aujourd'hui, voilà, il a été dessaisi de ces boulots-là. Et pourquoi est-ce que les étrangers réussissent? C'est ça, il y a même un piège là-bas. Ils réussissent à cause de leur religion et de leur structure sociale. Lorsqu'un Guinéen vient ici et qu'il arrive à s'en sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au pays, il ramène 20 Guinéens avec lui. Il a la responsabilité de les aider à réussir. Mais ces 20 Guinéens-là, il va les faire travailler sans leur payer de salaire. Lorsque tu as une entreprise avec 20 salariés que tu ne payes pas, tu vas forcément t'en sortir. Bah oui, bien sûr. Tu vois un peu. Oui, tu payes mal. Voilà, tu ne payes pas. Si tu leur prépares, ils mangent. Des fois même les gars dorment dans les cafétérias. Vous voyez. Donc, lorsque tu as une cafétéria, toi tu es un Togolais, tu as une cafétéria là, tu fais le spaghetti, tu le vends 500. Tu ne vends pas. Tu es obligé de fermer parce que le loyer, le salaire te dérange. Mais le Guinéen à côté, il va louer sous la clôture quelque part, il fait des comptes plaqués et il va mettre 2 de ses frères là-bas. Ils vendent, ils ne vendent pas. Les gars, ils ne peuvent pas retourner en Guinée. Donc, ils sont là. Et donc, petit à petit, ils vont s'inscrire dans la tête des gens. On va dire que bon, Diallo est moins cher. Parce que, en réalité, le Togolais, quand il regarde bien, vendre à 500, ce n'est pas rentable. Ce n'est rentable que si tu ne payes pas des salaires. C'est ça. Et c'est pour ça qu'eux, ils vendent à 500 et les gens se plaignent que les Togolais vendent cher. Donc, en réalité, c'est de la concurrence déloyale. Oui, mais dans le même temps, il semble que dans la configuration même des marges au niveau des impôts, tout ça, le Togolais qui veut suivre le règlement, respecter tout, au final il s'en sort lésé comparé à l'étranger qui est là et qui n'est pas déclaré formellement. Techniquement, chaque étranger qui pousse une charrette et vend du thé est un commerçant. Bah oui, donc il doit avoir une carte d'opérateur économique, il doit verser des impôts sur l'activité qu'il gère avec son pouce-pouce. Techniquement, mais ils ne font pas ça. Alors il y a un grand Aladi quelque part qui leur confie des charrettes et le matin ils vendent et ils reviennent le soir. Toi Togolais, tu ne peux jamais faire ce business-là et réussir. Pourquoi? Les gars, le matin par exemple, on est à Zongo, il y a même un quartier à Lomé qu'on appelle Niger Kopé et qu'on appelle Niamey.
Ah ouais. Il y a un quartier, prenez votre ami, dites je vais à Niamey, à Zongo ici, on vous amène. Il n'y a que des Nigériens là-bas. Donc, bref. Lorsque tu vas au Niger, tu ramènes 50 jeunes, tu leur donnes des pousse-pousse. C'est un Aladi par exemple qui les amène. Ils ne peuvent pas voler le Aladi. Socialement, ils ne peuvent pas. Oui. Parce que si tu voles le Aladi, tu vas faire quoi? Tu n'as pas de famille à Lomé. Oui. Tu ne peux pas retourner chez toi. Tu vas verser la honte sur ta famille. Parce que le Aladi, il est gentil, il est venu te prendre, te ramener à Lomé pour t'aider à t'en sortir. Et toi, tu le voles. Et tu voles toute la communauté musulmane. Donc ça ne te fait pas. Mais toi, d'un autre côté, si tu prends 50 jeunes Togolais, tu leur dis, prenez du Lipton et vendez. Mais ils vont te voler. Après, tu les renvoies, ils vont trouver du boulot ailleurs. On n'a pas la pression sociale et culturelle que ces Aladi ont sur leurs employés. Ça, c'est de 1. 2. Dans quelles conditions est-ce que ces gens-là travaillent? Ils prennent le thé là à Zongo, ils peuvent marcher 20 km avec ça. On ne peut pas demander ça à un employé normal. C'est impossible. C'est parce que c'est la famille. Vous voulez dire que c'est les employeurs c'est pas des employeurs, c'est même pas des employeurs. C'est la famille. C'est parce que c'est la famille. Bon, tu dis, bon, c'est mon oncle, c'est mon grand-frère, il te dit, bon, vas-y. Et ce n'est pas un travail rémunéré. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils ont accès à une main-d'œuvre qui n'en est pas vraiment une, que ça peut tenir. Lorsque vous voyez les vendeurs de dates là, ou les gars qui coupent les ongles là, mais vous pensez que si chaque coupeur d'ongles devait vivre de combien d'ongles il a coupé dans une journée, il pourrait s'en sortir? Non. Couper les ongles, c'est juste le CP1. C'est pour voir qui sont les plus tenaces, les plus durs, qui peut tenir à Lomé. Quand tu fais ça, tu as coupé 200, 300, c'est pas grave. Mets ça dans la caisse là-bas. On va même pas compter cet argent-là. Dans 10 ans, ou bien dans 1 an, on prend ça, on ouvre la boutique à Ali. Après, ce sera ton tour. Donc tout le monde travaille pour Ali. La communauté les aide. Maintenant, nous, étant une société qui n'est pas musulmane, nous n'avons pas ces mêmes préceptes-là. On ne peut pas lutter face à ça. Donc il n'y a que la loi et le ministère du commerce togolais qui va dire, bon, écoutez les gars, vous avez des techniques qui ne sont pas communes chez nous. On ne veut pas faire du nivellement par le bas, parce que les étrangers, ils utilisent des mineurs. Moi, je connais beaucoup de mineurs qui vendent du café, ils vendent des perles, ils vendent tout. Ils vendent tout. Des mineurs, ce n'est pas possible qu'on fasse la même chose à nos mineurs. Donc, pour ne pas faire comme eux, moi, je ne pense pas qu'il faille faire comme eux systématiquement. On ne va pas enlever nos mineurs de l'école, mais par contre, au Togo, moi, j'ai déjà proposé, après le CEPD, que chaque personne soit déscolarisée pendant 1 an. Tu es déscolarisé, tu aides ton papa ou ta maman dans ce qu'elle fait ou dans ce qu'il fait, tu reviens à l'école, tu fais de la 6e jusqu'en 3e, tu as ton BEPC, tu te déscolarises encore pendant 1 an. Oui, tu dois trouver un boulot, faire quelque chose. Je suis sûr que jusqu'à atteindre le temps d'atteindre le bac, eh bien, la personne aura trouvé sa vocation. Et là, on va désengager le campus. Ça va même faire que ceux qui auront eu des diplômes universitaires, ils vont avoir la possibilité de négocier de grands salaires. Effectivement. Mais moi, je pense que sur cette thématique-là, il y a beaucoup à faire. Et le politique ne veut pas peut-être prendre le risque d'échouer dans ce projet. Bon, ça, c'est une parenthèse. Bon, moi, je me rappelle très bien qu'en 2019, lorsque j'étais encore à l'université ici, j'allais au port faire quelques affaires et tout. Et les gens avec qui je faisais affaire, bon, à l'époque, j'achetais des ordinateurs que je revendais à des copains sur le campus. C'était avec des Nigériens, avec qui je faisais ce business. Quelques années plus tard, ils sont toujours là et ils continuent d'arriver, les plus petits qui arrivent. Est-ce que tu penses que le gouvernement togolais devait revoir sa politique migratoire?